nous allons démarrer le module 5 sur l'utilisation et l'interprétation des mesures d'association en épidémiologie. Alors c'est un module très important et assez long, vous allez voir, puisqu'on rentre en fait dans l'épidémiologie analytique et donc la mesure, je dirais, analytique des indicateurs, les risques relatifs, les odds ratios et d'autres mesures d'impact qui vont nous permettre d'interpréter nos résultats. Alors, lorsque je reprends la démarche épidémiologique, comme on l'a vu et qui est le fil conducteur vraiment de notre enseignement, eh bien regardez, nous sommes, je dirais, déjà à la cinquième étape, confirmer les associations observées. Donc on a décrit, on a posé des hypothèses, on a mené des études, on a une réflexion sur la validité des résultats et maintenant simplement on confirme et on calcule les associations observées dans ce chapitre. Alors dans la démarche analytique, dans le cas de toute cette épidémiologie, je dirais, analytique, c'est la table de contingence qui est vraiment, je dirais, l'outil qui me permet de mettre en relation la maladie, M, M plus, M moins, et l'exposition, E plus, E moins. Et ça, c'est cette table de contingence qui va nous permettre de calculer les mesures nécessaires pour voir l'association entre les variables indépendantes qui sont les facteurs d'exposition, la variable dépendante que sont l'effet, la maladie étudiée. Et donc, dans une démarche analytique, il y a 3 étapes à faire. La première étape, elle est d'abord statistique. Il faut d'abord vraiment maîtriser les biostatistiques pour rechercher les associations statistiques. Et donc, pour cela, on va réaliser ce qu'on appelle un test d'indépendance entre l'exposition et la maladie. Donc, on va poser une hypothèse et sur cette base-là, on va calculer un test statistique qui est, pour une table 2×2, un test chi-carré de Pearson à 1 degré de liberté et dont les résultats permettra de conclure à la présence ou non d'une association statistiquement significative entre l'exposition et la maladie. La deuxième étape, une fois qu'on a trouvé une association statistiquement significative, on va alors entrer dans une démarche épidémiologique et calculer les mesures d'association et d'impact et bien sûr voir que ces résultats vont montrer l'intensité de l'association épidémiologique entre le facteur d'exposition et la maladie. Et puis alors la troisième étape, ce sera le calcul des intervalles de confiance autour des estimateurs pour voir bien sûr la précision des estimateurs, mais surtout pour pouvoir inférer les résultats à une population générale. On est dans le chapitre de l'inférence statistique qu'on verra dans un module à part par la suite. Je prends l'exemple pour vous montrer une démarche analytique complète d'une étude de cohorte. Et donc j'étudie ici l'association entre les catécholamines, qui est un marqueur sanguin, et les maladies du cœur, les maladies coronariennes, donc au niveau des artères coronaires du myocarde. Et donc on a les résultats observés à la fin d'une étude de 10 ans portée sur 609 hommes, donc c'est une étude de Klenbaum de 1982. Et donc voilà le tableau de contingence, on est bien dans une étude de cohorte, donc on rentre de façon horizontale dans la table de contingence, donc les personnes exposées avec des catécholamines élevées versus les personnes non exposées avec des catécholamines basses, et voilà comment se répartit après 10 ans d'observation les malades et les non malades, et donc comment se remplit la table de contingence. La première chose qu'on fait face à une étude de cohorte, c'est de calculer l'incidence. Et donc on va calculer l'incidence cumulée totale, l'incidence cumulée chez les exposés et l'incidence cumulée chez les non exposés, et c'est quelque chose sur lequel on va revenir tout à l'heure. Mais donc quoi qu'il en soit, comme on l'a dit, dans la démarche complète, la première étape, elle est statistique. La deuxième étape, elle est épidémiologique. La troisième étape, c'est le calcul des intervalles de confiance. La première étape, donc, c'est de poser l'hypothèse nulle, donc l'hypothèse d'indépendance entre les facteurs d'exposition, en l'occurrence ici l'exposition aux catécholamines, et l'événement, les maladies coronariennes. Et donc pour cela, on va calculer ce qu'on appelle le chi-carré de Pearson à 1 degré de liberté pour une table de contingence à 2 lignes, 2 colonnes, et on peut utiliser une formule simplifiée. Alors c'est vrai que dans vos cours de biostatistique, vous allez voir la formule complète du chi-carré de Pearson, mais vous pouvez très bien utiliser dans la vie de tous les jours, de façon très opérationnelle, cette formule simplifiée, c'est-à-dire N, c'est l'échantillon total, sur A fois D moins B fois C au carré, sur A plus B fois A plus C fois B plus D fois C plus D. Et donc, vous calculez votre chi-carré. En l'occurrence, ici, il est de 16,3. Vous regardez votre table de chi-carré pour voir si c'est statistiquement significatif. Et votre table de chi-carré montre qu'un chi-carré de 16,3, c'est hautement significatif avec une p-valeur inférieure à 0,001. Je vous rappelle que la p-valeur doit être toujours inférieure à 0,05 pour être statistiquement significative. Donc, la conclusion de cette étape, je dirais, statistique, que je ne vois pas du tout en détail dans le cadre de ce cours,
et donc je vous réfère à vos cours de biostatistique, la conclusion de ce test statistique, c'est qu'on rejette en fait l'hypothèse nulle d'indépendance entre les maladies coronariennes et les catécholamines, puisqu'on a une association hautement associée statistiquement. Donc l'association entre ces maladies coronariennes et ces catécholamines est statistiquement significative. Donc c'est la première étape, c'est l'étape statistique pour nous rassurer qu'en termes de force, je dirais statistique, notre échantillon et la manière dont ça s'est reparti dans la table de contingence permet, je dirais, cette association statistique. La deuxième étape, elle est épidémiologique. On va alors calculer les mesures d'association. Alors, rassurez-vous, on va voir en détail comment on calcule chaque mesure d'association d'ici quelques minutes, mais simplement ici, je vous montre une démarche complète que sans doute vous maîtriserez mieux à la fin du module. Donc, vous allez calculer les mesures d'association, et en l'occurrence ici, on est face à une étude de cohorte, donc on calcule un risque relatif. Le risque relatif, c'est l'incidence qu'on a déjà calculée des exposés sur l'incidence des non exposés, donc 22,1 divisé par 9, ça fait 2,45. Donc, et je vais calculer l'intervalle de confiance, troisième étape, autour de mon risque relatif. Et on va voir bien sûr le calcul de l'intervalle de confiance dans quelques minutes. Mais quoi qu'il en soit, si vous le calculez ici, il se situe la borne inférieure à 1,6 et la borne supérieure à 3,8. Donc les sujets ayant des catécholamines élevées ont un risque environ de 2,5 fois plus grand de faire une maladie coronarienne que les sujets avec des catécholamines basses. Et lorsqu'on infère ça à la population, le risque n'est pas de 2,45, mais c'est un risque qui se situe entre 1,6 et 3,8 dans 95% des cas, avec une probabilité de se tromper de 5%. Et puis bien sûr, je peux calculer d'autres mesures d'impact. Et on va voir que pour les études de cohorte, on peut calculer des risques attribuables. Le risque attribuable, c'est simplement la différence entre l'incidence cumulée des exposés moins l'incidence cumulée des non exposés. Donc 0,221 moins 0,09, ça fait bien 0,131. Donc le risque attribuable ici est de 13,1%. Ici, on peut le mettre en pourcentage. Le risque relatif, ce n'est pas un pourcentage, c'est simplement une cote, tandis que le risque attribuable est bien une différence de risque, donc on peut le mettre en pourcentage. Et puis on va calculer l'intervalle de confiance autour de ce risque attribuable, qui est en l'occurrence ici entre 6,7% et 95%. Donc, si une valeur élevée de catécholamine est une cause de maladie coronarienne, donc s'il y a un consensus scientifique pour dire qu'on peut expliquer biologiquement que les catécholamines peuvent entraîner les maladies coronariennes, alors l'excès de survenue de maladies coronariennes chez les sujets dont les catécholamines sont élevées est attribuable à ces valeurs élevées, et donc on pourrait attribuer à ces valeurs élevées de catécholamines 13,1%, je dirais, des problèmes coronariens. Donc, le risque attribuable, c'est ce qu'on peut attribuer aux facteurs de risque par rapport à la maladie, tout en sachant que la maladie coronarienne n'est pas due qu'aux catécholamines élevées, elle est due à beaucoup d'autres facteurs de risque. Mais qu'est-ce qu'on peut attribuer directement à ce facteur de risque précisément? C'est 13,1% des maladies coronariennes. Et puis, on peut calculer aussi la fraction étiologique de risque chez les exposés. Donc, c'est bien 1,45 divisé par 2,45, on verra tout à l'heure la formule, et elle est de 59,2%. Donc, si une valeur élevée de catécholamine est une cause de maladie coronarienne, près de 60% des maladies coronariennes chez les hommes dont les catécholamines sont élevées pourraient être attribuées à ces valeurs élevées et donc éliminées si on pouvait réduire les valeurs de catécholamine. La fraction étiologique de risque, c'est si ce facteur de risque n'existait pas dans la vraie vie, si les catécholamines élevées n'existaient pas dans la vraie vie, on pourrait supprimer jusqu'à 60% de maladies coronariennes. Voilà, ça c'est, je dirais, la démarche analytique complète dans le cadre d'une étude de cohorte. Maintenant, je vais rentrer en détail pour que vous compreniez tout ça. Et pour comprendre tout ça, il faut d'abord comprendre la notion de risque. Et donc, le risque, c'est une probabilité entre 0 et 1 qu'un événement non désiré survienne dans une population donnée. Et l'événement, il peut être très varié, ça peut être un décès, une maladie, une incapacité, le non-accès à un service de santé, la non-utilisation d'un service, etc., etc. Et donc, le risque en épidémiologie, ça se calcule sous forme d'une proportion, et simplement, c'est le nombre de personnes qui ont la caractéristique sur le nombre de personnes à risque, ou en tout cas, qui sont concernées par la caractéristique. Et donc, on va parler en épidémiologie de facteurs de risque. Et donc, on distingue, en termes de facteurs de risque, les indicateurs de risque, c'est-à-dire une exposition qui est associée statistiquement et épidémiologiquement
à une variable dépendante. Donc ça, c'est vraiment l'indicateur de risque. Mais le vrai facteur de risque, c'est l'exposition qui influence le plus la survenue de la maladie. C'est vraiment parmi un ensemble de facteurs de risque, celui qui va augmenter le plus la probabilité de tomber malade. Et là, on va parler alors de lien de causalité en épidémiologie. Exemple, au niveau individuel, des facteurs de risque, c'est des facteurs biologiques, des facteurs psychologiques, des facteurs comportementaux, des facteurs socioculturels, des facteurs économiques. Au niveau collectif, des facteurs de risque, peuvent être des facteurs politiques liés au système de santé, à l'hygiène du milieu ou aux caractéristiques économiques de la société. Et donc, dans la notion et l'identification des risques, on a deux grandes approches. On a l'approche où on veut chercher vraiment les causes, c'est la recherche des causes pour justement les prévenir. Si je comprends bien, c'est quoi le facteur de risque majeur de telle maladie? Le tabagisme est le facteur de risque majeur des maladies cardiovasculaires. Si je le comprends bien, ça devient un facteur causal. C'est une vision étiologique et donc je peux faire de la prévention. Soit je peux faire plutôt avoir une vision pragmatique et ne pas chercher à tout prix le facteur le plus important, mais essayer de calculer la force de chaque facteur qui, en termes de développement et de probabilité de développer la maladie. Et si on sait faire ça, alors on peut agir potentiellement sur ces différents facteurs. On est dans une vision pragmatique de l'analyse du risque. La mesure de risque, donc, je prends un exemple, sur 50 902 naissances, on observe 2 822 décès périnatals. Donc le risque de décès périnatal, c'est bien de 2822 sur 50 902 naissances. Le risque de décès, c'est 55 pour 1000. Donc c'est bien un taux de mortalité périnatale. Donc la mortalité est un risque, c'est un risque d'événement, un risque de décès. Mais qu'est-ce qui va se passer si, dans une partie de ce groupe, soit chez les mères de 20 ans, on calcule le même niveau de risque? Et regardez, donc ces mères de moins de 20 ans, elles sont 9291. Et parmi ces mères, on observe 778 décès périnatals. Alors, est-ce que le niveau de risque est le même pour la population de l'ensemble des mères versus la population des mères de moins de 20 ans? Il suffit de calculer. Et donc, on va comme ça mesurer le niveau de risque en fonction des tranches d'âge. Et donc, les moins de 20 ans, elles sont 9291 et on observe 778 décès périnatals. Et donc, on le met dans notre table de contingence et on calcule cette mortalité périnatale. Et on calcule la même chose pour les 20 ans et plus. On a donc 2044 décès sur, je dirais, sur 39 567 non-décès. Et donc, on peut aussi calculer, je dirais, le taux de mortalité périnatale qui est, lui, de 49 pour 1000. Et donc, regardez, donc la mortalité est de 84 pour 1000 pour les moins de 20 ans, de 49 pour 1000 pour les 20 ans et plus. Donc, on voit bien qu'il y a une différence de risque de mortalité périnatale en fonction des tranches d'âge. Et si on regarde la mortalité périnatale sur l'ensemble de l'échantillon de la population, il est de 55 pour 1000. Donc, lorsqu'on veut calculer ces niveaux de risque ou de comprendre les déterminants du risque, soit on teste la causalité, soit on mesure l'impact. Et donc, pour ça, on va travailler sur et calculer des mesures d'association et d'impact en épidémiologie, que sont les risques relatifs ou les odds ratios, qui sont essentiellement les mesures d'association. Et comme mesure d'impact, on va travailler sur le risque attribuable et la fraction étiologique du risque. Et donc, c'est l'ensemble de ces calculs, de cette démarche analytique qui va nous permettre de mesurer la force des associations entre des variables dépendantes et indépendantes. Et donc, on va commencer à réfléchir sur quelles mesures d'association adopter dans une étude d'observation analytique de type cohorte, comme on l'a vu dans les dias précédentes. Et donc, dans une étude de cohorte, on va mesurer d'abord des indicateurs, je dirais, descriptifs. On va d'abord mesurer les taux d'incidence dans chaque groupe de comparaison, et ces taux d'incidence sont assimilés aux probabilités ou risques de survenue de la maladie. Et on l'a vu tout à l'heure dans l'exemple, on va donc calculer des incidences cumulées chez les exposés, des incidences cumulées chez les non-exposés. Et puis on va calculer aussi des différences de risque, ce qu'on appelle le risque attribuable entre les exposés et les non-exposés. Le risque attribuable, c'est la différence de risque, l'incidence chez les exposés moins l'incidence chez les non-exposés. Et donc on va calculer, comme mesure d'association dans une étude de cohorte, le risque relatif, en calculant le rapport entre l'incidence chez les exposés sur l'incidence chez les non-exposés. Le calcul est très simple. Une fois que vous avez calculé vos incidences cumulées chez les non-exposés et exposés, il suffit de faire, je dirais, la fraction et vous avez alors votre risque relatif.
Et donc regardez ici, j'ai donc ma table avec donc mes prédicteurs plus moins, ma réponse ou la maladie plus moins. Donc j'ai mes 4 cases de ma table, A, B, C, D. Et donc l'incidence chez les exposés, c'est A sur A plus B. L'incidence chez les non exposés, c'est C sur C plus D. L'incidence totale, c'est bien sûr la somme de l'ensemble. Hein, donc A plus C sur A plus B plus C plus D. Mais donc nous, pour calculer le risque relatif, on a besoin de l'incidence chez les exposés sur l'incidence chez les non exposés. Et donc c'est très simple à calculer. Et maintenant, il faudra aussi l'interpréter. Je prends l'exemple ici d'une étude de Evans en 1978. Sur l'exemple, on fait la relation entre la prise de contraceptifs oraux chez les femmes et le risque d'infection urinaire par bactérie URI. Donc par bactérie, donc une bactérie URI. Et donc simplement, regardez comment ces femmes se distribuent. C'est une étude de cohorte, on est bien d'accord. Hein, et comment elles se distribuent dans la table, je dirais, 2 x 2. On peut calculer l'incidence chez les exposés. Donc l'incidence, c'est bien 27 personnes malades sur 482 qui ont pris des contraceptifs. L'incidence chez les non exposés, c'est bien 75 femmes avec infection urinaire sur 1908 qui n'ont pas pris de contraceptifs oraux. Donc le risque relatif, c'est 56 pour 1000 sur 40,4 pour 1000. Le risque relatif est de 1,39. Donc quel est le risque pour une femme qui prend des contraceptifs oraux de développer à terme une infection urinaire, une bactérie URI? Il est de 1,39 par rapport aux femmes qui ne prennent pas de contraceptifs oraux. Ou les femmes qui prennent un contraceptif oral ont une probabilité ou une chance de 39% en plus de développer une infection urinaire à terme que celles qui ne prennent pas de contraceptifs oraux. Donc, on va interpréter ce risque relatif. Si un risque relatif est égal à 1, c'est-à-dire que l'incidence chez les exposés et l'incidence chez les non exposés est identique, en fait, il n'y a pas d'association. Il n'y a pas d'association entre le facteur étudié et le problème. Le taux d'incidence sont les mêmes dans les deux groupes. Si par contre le risque relatif est supérieur à 1, donc l'association est positive. Il y a un risque accru de maladie, donc l'exposition devient un vrai facteur de risque. Par contre, si le risque relatif est inférieur à 1, là, la variable indépendante devient un facteur protecteur, puisqu'on est bien inférieur à 1, le risque de maladie est réduit avec le facteur d'exposition. J'interprète maintenant mon risque relatif et on peut, je dirais, les interpréter de la manière suivante, qui est très indicative. Je prends l'exemple d'un risque de 1,30. Donc un sujet exposé à un risque d'être malade, 1,30 fois plus élevé, ou bien encore à un risque supérieur de 30% d'être malade qu'un sujet non exposé. Un risque relatif de 2, c'est un sujet exposé à un risque qui est 2 fois plus élevé qu'un sujet non exposé. Un risque relatif à 0,65, c'est-à-dire bien inférieur à 1, cela signifie que le risque d'un sujet exposé est 0,65 fois celui d'un sujet non exposé, ou encore un sujet exposé a un risque plus faible de 35%, donc 1 moins 65%, d'être malade qu'un sujet non exposé. Et c'est cette dernière expression qui va dire que le risque est plus faible si on est exposé, et donc l'exposition devient un facteur de protection. Et puis alors, on doit calculer les intervalles de confiance pour bien interpréter ce risque relatif et pouvoir faire de l'inférence à une population générale. Et donc, dans le cas des études de cohorte réalisées sur un échantillon représentatif de population, le risque relatif est une variable aléatoire qui subit des fluctuations d'échantillonnage. Et donc, on va calculer l'intervalle de confiance à 95% autour de ce risque relatif. Et donc, il existe des formules complexes pour calculer cet intervalle de confiance. Mais nous, en épidémiologie opérationnelle, on va calculer cela avec la formule simplifiée selon la méthode de Mittinen. Et donc, l'intervalle de confiance à 95% est égal au risque relatif exposant 1 plus ou moins 1,96 sur racine du chi carré. Alors ça paraît un peu complexe, mais c'est très simple. Une fois qu'on a la valeur du chi carré, on a la valeur du risque relatif, on sait calculer la borne supérieure et la borne inférieure, je dirais, autour de la mesure d'association. Voilà, donc je continue dans l'interprétation de ce risque relatif, puisqu'on a de plus en plus d'informations. La p-valeur du test du chi carré effectué sur le tableau de contingence, ou l'intervalle de confiance à 95% qu'on vient de calculer autour du risque relatif, qui donne vraiment une bonne précision autour de l'estimateur, avec une borne inférieure et une borne supérieure, permettent donc de porter un jugement sur la signification statistique.
Puisque regardez, si votre risque relatif est supérieur à 1, si votre p-valeur est statistiquement significative inférieure à 0,05, ou bien lorsque vous calculez vos intervalles de confiance que la valeur 1 ne se trouve pas entre la borne inférieure et la borne supérieure, le risque est significativement accru et donc vous avez une association statistiquement significative. On le voit à travers la p-valeur, le calcul du carré, mais on le voit aussi à travers l'intervalle de confiance. Si l'intervalle n'inclut pas 1, c'est qu'il est statistiquement significatif. Si maintenant on a un risque relatif inférieur à 1, avec une p-valeur, un carré aussi toujours statistiquement significatif, et lorsque vous calculez vos intervalles de confiance, l'intervalle de confiance exclut toujours la valeur 1, alors bien sûr le risque est inférieur à 1, donc c'est un facteur protecteur, mais quoi qu'il en soit, l'association est toujours statistiquement significative puisque votre p-valeur est inférieure à 0,05 et que 1 n'est pas intégré dans l'intervalle de confiance. Par contre, maintenant, si votre p-valeur ou votre test statistique n'est pas significatif avec une p-valeur supérieure à 0,05 et vous allez calculer votre intervalle de confiance, mais donc la valeur 1 sera automatiquement présente dans l'intervalle de confiance et c'est ce qui confirme que votre association n'est pas statistiquement significative. Et puis alors on peut aussi interpréter les risques relatifs en fonction du niveau d'exposition. Ici, dans le cas d'une cohorte à plusieurs niveaux d'exposition, on calcule le risque relatif pour chaque niveau d'exposition. Le dénominateur, le niveau de référence, est soit le risque chez les non-exposés, soit le risque du plus faible niveau d'exposition. Et regardez ici, on n'a pas une table avec deux lignes et 2 colonnes, on a une table avec 4 lignes et 2 colonnes. Donc on a 4 niveaux d'exposition. Élevé, moyen, bas et puis non exposé, qui est toujours la catégorie de référence. Et donc vous pouvez quand même calculer comme ça des risques relatifs et reconstituer des tables 2x2 entre les élevés et les non exposés, entre les moyens et les non exposés, entre les bas et les non exposés, et ainsi de suite. Vous pouvez chacun refaire vos tables de contingence et calculer, je dirais, la gradation du niveau de risque en fonction du niveau d'exposition, toujours avec la formule du risque relatif. On prend l'incidence de la strate I, élevé, moyen ou bas, versus l'incidence de la strate de référence, qui est souvent la strate des non-exposés. Et puis, je peux calculer les mesures d'impact. Et donc, dans une étude de cohorte, je vais calculer le risque attribuable. Et regardez, donc j'ai toujours ma distribution dans ma table 2x2. J'ai toujours la même manière de calculer mes incidences chez les exposés et non exposés. Le risque attribuable, c'est la différence de l'incidence chez les exposés moins l'incidence chez les non exposés. Je reprends mon exemple de mes contraceptifs oraux avec le risque de bactériurie. Et bien simplement, donc c'est toujours la même distribution des femmes dans cet échantillon. Et bien le risque attribuable, c'est l'incidence chez les exposés 56,02 pour 1000 moins l'incidence chez les non exposés 40,36 pour 1000. Le risque attribuable est de 15,66 pour 1000. Donc on peut attribuer à la prise de contraceptifs oraux 15,6 pour 1000 des infections urinaires, des bactériuries, qu'on peut attribuer directement, je dirais, à cette prise de contraceptifs oraux. On est bien conscient qu'il y a d'autres facteurs, il y a d'autres causes de la bactériurie, dont surtout, je dirais, l'exposition à l'agent infectieux, mais quoi qu'il en soit, la contraception orale contribue à 15,6 pour 1000 infections dans cette population. Et puis alors, je peux calculer, comme autre mesure d'impact, la fraction étiologique du risque. Fraction étiologique du risque chez les exposés, qu'on calcule de la manière suivante, c'est l'incidence chez les exposés moins l'incidence chez les non exposés sur l'incidence chez les exposés. Donc en fait, c'est le risque attribuable sur l'incidence chez les exposés. Sinon, vous pouvez aussi le calculer de la manière suivante, c'est 1 fois 1 sur le risque relatif. Donc si vous connaissez votre risque relatif, de façon très rapide, vous pouvez calculer votre fraction étiologique du risque chez les exposés. Bien sûr, les deux formules donnent les mêmes résultats. Je prends toujours mon exemple de la contraception orale et donc je peux calculer donc maintenant ma fraction étiologique du risque. Donc c'est l'incidence chez les exposés 56,02 moins l'incidence chez les non exposés 40,36 sur l'incidence des exposés 56,02. La fraction étiologique du risque c'est 0,28 qu'on peut aussi donc mettre en pourcentage, c'est de 28%. Regardez, donc si on la mesure avec le risque relatif, c'est 1 moins 1 sur le risque relatif. La fraction étiologique du risque est de 0,28 toujours. Donc, je prends encore un autre exemple. Regardez ici, c'est une autre étude
de cohorte entre des femmes fumeuses, oui, non, et des petits poids de naissance. Et regardez comment se distribuent, je dirais, les petits poids de naissance en fonction du niveau d'exposition dans cette étude de cohorte. Et donc, je calcule l'incidence chez les exposés, je calcule l'incidence chez les non exposés, et donc sur cette base-là, je peux calculer le risque relatif, je peux calculer le risque attribuable et je peux calculer la fraction étiologique du risque chez les exposés. Et c'est celle-là que je voudrais qu'on réfléchisse simplement à son interprétation. C'est là, donc regardez, la fraction étiologique du risque ici est de 35,7. Donc 35,7% des 280 petits poids de naissance survenus chez les 3000 fumeuses auraient pu être évités si ces femmes avaient été non fumeuses. Donc la fraction étiologique du risque, c'est bien le bénéfice de santé publique qu'on aurait pu avoir au niveau de la collectivité si le facteur de risque ou le facteur d'exposition n'avait pas existé chez les personnes exposées. Et donc, vous voyez que c'est un très bon indicateur de santé publique qui peut très bien intéresser les décideurs politiques aussi ou les gens qui sont à la manœuvre des décisions opérationnelles parce que c'est très parlant. Voilà qu'est-ce qu'on pourrait gagner en bénéfice de santé si on supprimait tel ou tel facteur de risque. Et puis, toujours dans cette réflexion sur l'approche du risque de population, il faut aussi, bien sûr, calculer l'impact de l'ensemble de ces facteurs de risque sur la population et pas exclusivement sur les exposés. Et donc, ces estimateurs donnent une meilleure idée de l'impact de santé publique et donc des bénéfices réels, théoriques, pour la population en général que l'on peut atteindre des mesures préventives entreprises. Et donc, lorsqu'on présente une étude de cohorte, on calcule les risques relatifs chez les exposés, mais aussi de population. On calcule des risques attribuables chez les exposés, mais aussi de population. On calcule des fractions étiologiques de risque chez les exposés, mais aussi des fractions étiologiques de risque de population. Je prends un exemple, simplement regardez ici le risque relatif de population. J'ai mon incidence chez mes exposés, j'ai mon incidence chez mes non exposés, mais en fait je vais ici travailler avec l'incidence totale. L'incidence totale, c'est l'ensemble des femmes malades, donc A plus C, en tout cas dans l'exemple de la bactérie URI, et sur l'ensemble de l'échantillon A plus B plus C plus D. Donc c'est quoi le risque de la communauté par rapport, je dirais, aux non-exposés? Simplement, on prend au numérateur l'incidence de population, donc l'incidence totale, le IT, et bien sûr, au dénominateur, on a toujours notre catégorie de référence, qui est l'incidence chez les non-exposés. Donc, le risque relatif de population, RRP, on peut le calculer de cette manière. Je prends toujours mon exemple, j'ai mon incidence chez les non-exposés, ça c'est mon dénominateur, et dans mon nominateur, ça simplement l'incidence totale. Donc c'est les 27 plus 77, donc ça fait 104, sur 455 plus 1831, ça fait bien 2390. Donc l'incidence totale, c'est de 43,5%. Le risque relatif de population, c'est 43 pour 1000, 43,5 pour 1000 sur 40,4 pour 1000. Le risque relatif de population est de 1,07. Donc il faut l'interpréter bien sûr à l'échelle de la population, il ne faut plus l'interpréter ici à l'échelle des seuls exposés. Je peux calculer aussi mon risque attribuable de population, puisque ce risque attribuable, c'est la différence entre l'incidence totale moins l'incidence des non-exposés. Je fais l'exercice dans mon exemple ici de Evans en 1978. Le risque attribuable, donc c'est 43,5, qui est bien l'incidence totale, moins 40,36, qui est bien l'incidence chez les non-exposés. Le risque attribuable de population est de 3,14 pour 1000. Donc voilà le bénéfice qu'on pourrait, donc c'est ce qu'on peut attribuer, je dirais, à la contraception orale. À l'échelle de la population, on peut attribuer 3,14 pour 1000 bactériuries. Et donc, on peut calculer cette fraction étiologique du risque de population, toujours de la même manière, avec le risque attribuable de population sur l'incidence totale, ou on peut faire 1 moins 1 sur le risque relatif de population. Et donc, je fais cet exercice. La fraction étiologique du risque de population, c'est bien le risque attribuable de population sur 43,5, donc l'incidence totale, il est de 0,072, ça fait 7,2%. On trouve exactement le même résultat lorsqu'on le calcule avec le risque relatif. Donc, je reprends ici l'exemple de mes petits points de naissance et on regarde maintenant la fraction étiologique de risque de population, il est de 10%. Donc 10% des 1000 petits poids de naissance survenus dans cette population auraient pu être évités
si toutes les femmes, je dirais, avaient été non fumeuses. Donc là, on ne parle pas que des femmes exposées, on parle de l'ensemble des femmes dans la population. Si dans cette population, il n'y avait pas de fumeuses pendant la grossesse, on aurait pu éviter 10% des petits pois de naissance. Et voilà, donc cette dia nous montre une synthèse de l'ensemble des mesures d'association qu'on peut effectuer dans une étude de cohorte. Donc le risque relatif de population, le risque attribuable de population, la fraction étiologique du risque, la fraction étiologique du risque de population. Donc les formules sont très simples. Le plus important en épidémiologie, ce n'est pas tellement le calcul, c'est surtout l'interprétation après qui doit être adaptée bien sûr à ce qu'on mesure comme association et au contexte dans lequel cette association doit être interprétée. Et je termine par un exercice. J'ai une équipe aux USA dans un programme cardiaque à Honolulu a recherché à mettre en évidence un éventuel effet du niveau d'activité physique sur le risque de survenue de l'infarctus du myocarde. Cette équipe a suivi pendant 12 ans une cohorte de 7664 hommes âgés de 45 à 64 ans et indemnes de maladies cardiovasculaires au moment du recrutement. Voici les résultats bruts de l'étude. Les sujets ayant une activité physique faible ou modérée ont été considérés comme exposés, alors que les sujets ayant une activité physique importante ont été considérés comme non exposés. Des sujets ayant présenté un infarctus du myocarde au cours de ce suivi, de ce follow-up, ont été appelés malades. Et donc, on vous demande d'évaluer l'effet de l'exposition. Et donc, vous avez donc votre table de contingence que vous devez en fait construire avec les données de l'énoncé. Et donc, vous allez la construire. Et sur cette base-là, vous allez calculer l'incidence chez les exposés, l'incidence des non-exposés, le risque relatif, le risque attribuable et la fraction étiologique du risque chez les exposés. Alors, bien sûr, on va faire ça par la suite dans des exercices DTP. Et donc ici, on peut tout de suite résoudre le problème. Donc on termine de remplir notre table de contingence. L'incidence chez les exposés, 0.062, l'incidence chez les non-exposés 0.044, le risque relatif 1, donc c'est l'incidence des exposés sur l'incidence des non-exposés, c'est 1.41. Le risque attribuable, c'est la différence des incidences, il est de 0.018 ou 18 donc 1.8% sur 12 ans. Et la fraction étiologique du risque, c'est 1.41 moins 1 sur 1.41, il est de 29%. Donc concrètement, le risque de développer une maladie coronarienne si on fait peu d'exercice physique est de 1.41, donc 41% supérieur entre ceux qui font de l'exercice physique et ceux qui ne font pas d'exercice physique et ceux qui font de l'exercice physique. On peut attribuer, je dirais, à ce manque d'exercice physique 1.8% des maladies coronariennes dans cette population. Et si, je dirais, l'absence d'exercice physique n'existait pas, je dirais, chez les exposés, on aurait pu leur éviter jusqu'à 29%, je dirais, de problèmes d'infarctus du myocarde. Voilà. Maintenant, dans un module suivant et après quelques exercices, on va voir les mesures d'association adaptées, je dirais, aux études cas témoins rétrospectives.